La résistance des psychistes. Elle a commencé très tôt, contre les tendances organicistes devenues dominantes à partir de 1820. Elle s'est surtout développée en Allemagne, dans un contexte marqué par une tradition médicale animiste qui remonte à Stahl, selon qui la maladie n'était qu'un oubli d'une partie du corps par la force spirituelle qui anime l'organisme et le maintient en vie en luttant contre la décomposition. L'un des principaux maîtres de cette école, Heinroth, 1773-1843, considère que la folie est un état de régression, voisin du péché, où l'homme, privé de la force intelligente que donne le sentiment du bien, est obligé de demander à l'excitation artificielle l'élément actif de sa nature. L'âme affaiblie ne peut plus trouver en elle-même assez d'énergie pour assurer la cohésion de l'esprit. Elle se soumet au monde extérieur et lui demande d'étancher la soif de vivre du corps. Le traitement que Heinroth appelle aussi moral, dans un sens plus voisin du sens moderne, consiste, tout en combattant l'excitation externe par l'isolement et les sédatifs, à reconduire l'âme sur la route dont elle s'était écartée et à ramener ainsi à la raison, avec finesse et tact, une pensée pervertie. Le psychiatre doit associer en lui les fonctions du prêtre, du médecin, du philosophe et de l'éducateur, et s'offre comme modèle à son patient avec qui il entretient de longs dialogues où lui-même s'élève en élevant. Cet aspect auto-analytique, avant la lettre, d'un traitement moral très individualisé, sur le modèle de la direction de conscience, est repris par un autre psychiste allemand, Karl Hitler, 1795-1860, qui prescrit aux médecins la plus sévère habitude de l'observation de soi-même et l'établissement de son âme de la plus parfaite harmonie. À la demande de leur maître, J.P. Falré, deux jeunes internes germanistes, B. Morel et C.H. Laseg, ont traduit et résumé les travaux de Heinroth et de Hitler. Ils ont aussi fait état des critiques allemands somatistes comme Friedreich, un neurologue résolument organiciste, qui ne voit pas comment l'âme, une force exclusivement spirituelle, indivisible et immortelle, pourrait tomber malade. La maladie ne peut être que du corps, à quoi Laseg ajoute que le traitement moral, basé sur la seule influence du médecin, comme le conçoivent les psychistes, n'est ni systématisable ni transmissible. Il repose exclusivement sur des qualités personnelles, uniques et non reproductibles. Les règles s'effacent pour céder la place à des conseils. Le traitement individuel devient le seul possible et alors il ne se prête à aucune théorie générale. En effet, lorsqu'on songe à la diversité des caractères et à la multiplicité des combinaisons, l'esprit s'effraie avec raison et recule devant la puissance d'intelligence qu'il faudrait pour ramener à des lois fixes toutes les relations possibles des penchants dans chaque individualité. C'est ce défi que prétend relever dans une inspiration beaucoup plus laïque un élève d'Esquirol, François Lauré, en théorisant un traitement moral individuel qui annonce par bien des côtés aux actuels traitements cognitivo-comportementalistes. François Lauré est un excellent anatomiste du système nerveux. Il a écrit avec Gratiolet un traité qui est longtemps resté une référence, ce qui lui permet d'affirmer plus fortement encore que Pinel et Esquirol, et contrairement à ses contemporains, l'absence de toute lésion organique dans les troubles mentaux au long cours, qui distingue clairement des pathologies aiguës, symptomatiques d'atteinte cérébrale. Critiquant en particulier le médecin physiologiste Broussais, 1772-1838, qui avait attribué la folie à une irritation génératrice d'un mouvement du cerveau, terme repris, on l'a vu, par Esquirol, il écrit « Personne, je pense, n'a vu ce mouvement ». Ailleurs, il ajoute « Quant à l'altération qui serait la cause immédiate de la folie, je nie que personne l'ait indiqué. S'il en existe une, elle doit être semblable à celle qui produit les rêves, qui amène les fausses convictions des individus raisonnables et les passions. Elle ne se manifeste jamais par des caractères physiques, et la nature nous en est inconnue. » Pour lui, la folie essentielle est une erreur de raisonnement, liée soit à une incohérence des idées, qui peut envahir l'ensemble du fonctionnement mental, soit à une cohésion anormale entre plusieurs idées qui s'organisent en un délire
localisée. La folie des arrangeurs. Afin de combattre cette erreur et de rompre les associations vicieuses, Loret ne peut se contenter de l'attitude expectante d'un Pinel qui faisait confiance à la bonne nature et à l'influence du climat général de l'institution. Poussant jusqu'au bout une idée d'Esquirol, il veut contrarier une passion par une passion opposée et briser le spasme par le spasme. Le traitement moral ne doit pas être un simple adjuvant, comme le prétendent des confrères plus préoccupés de reconnaissance médicale que de résultats thérapeutiques. Il n'est ni une recette, ni une simple argumentation raisonnable qu'il serait vain d'opposer au délire. C'est une médecine active, réfléchie, fondée sur l'écoute soigneuse du patient, le recueil minutieux de son histoire, l'analyse de ses symptômes et une théorie qui préconise contre les désordres physiques des remèdes physiques et contre les désordres moraux des remèdes moraux. On a beaucoup tenu rigueur à Loret de son temps et jusqu'à nos jours de sa brutalité et de son usage des douches. Lui-même s'en est clairement expliqué. La douche froide n'est pas, dans ses mains, comme elle l'avait été jadis, un remède physique supposé rétablir un fonctionnement cérébral lésé. Si elle peut faire figure de sanction d'un comportement indésirable ou d'un discours irrationnel, elle ne vise pas qu'à réprimer. Pour Loret, en effet, la répression ne suffit pas. Employée seule, elle serait une peine et rien de plus. Ce qu'il importe de faire, c'est de détromper ceux qui ont failli, d'attacher une idée pénible aux actions désordonnées. Aussi Loret menace-t-il de la douche plus qu'il ne l'utilise. Il tente au malade des pièges logiques qui déconstruisent sa position délirante. Il manie l'ironie, joue la colère, ne craint pas, s'il le faut, de se montrer injuste ou arbitraire pour susciter une réaction. Peu lui importe qu'on l'aime ou le déteste. Tout à son combat contre la folie et l'erreur, il ne s'embarrasse pas de sentimentalisme, mais lutte pour vaincre. Les aliénés sont des hommes qui se trompent. Il faut leur opposer des objections en se servant de l'influence réciproque des sentiments, les uns servant à chasser les autres. Quand j'ai provoqué des idées tristes, ça a été dans le but de prévenir des idées plus tristes encore, pour faire rechercher le plaisir et en donner. Du coup, un certain nombre de dogmes sont abandonnés. L'isolement n'est plus la panacée, mais un des moyens de cure, utile à certains, nuisible à d'autres. Si le travail, les repas, les loisirs en commun et les activités culturelles, théâtre, lecture en public sont valorisés, c'est certes pour distraire l'aliéné de ses préoccupations morbides, mais c'est surtout pour lui faire endosser des rôles qui rendent difficile la poursuite du raisonnement erroné. Ainsi, on ne peut pas, quand on lit à haute voix et qu'on a la bouche pleine de paroles spirituelles ironiques, passionnées, conserver toujours le rôle languissant d'une complainte. On s'anime donc, on s'identifie à son rôle. Loret, c'est, jusqu'à la caricature, l'apogée du traitement moral fondé sur la reconnaissance du sujet, et d'un sujet qui se trompe et qu'il faut, au nom de la raison triomphante, plus qu'au nom des droits de l'homme, convaincre de son erreur, sans hésiter à le manipuler. Cette conception de la folie comme erreur exclut l'enfant. Il ne peut être fou n'ayant pas atteint l'âge de raison, seulement idiot. Un mot qui, pour Pinel et Esquirol, désigne une déficience plus souvent incurable. Un jeune médecin, contemporain de Pinel, ne partage pas cette opinion négative. Jean Gaspard Itard a rencontré à l'Institut d'Espagnol, vers 1800, un enfant sauvage, trouvé errant dans les bois de l'Aveyron. Appliquant les principes du philosophe sensualiste Condillac, selon qui l'esprit se forme à partir des expériences sensibles, et considérant que l'enfant est sans intelligence parce qu'il a été abandonné et privé d'un commerce réciproque avec les autres, il entreprend de le rééduquer, sans sa présence. Cette première expérience est un échec, mais elle inspire le traitement moral d'un instituteur moins métaphysicien, Édouard Seguin, ami de Loret, qui développe, contre le pessimisme de certains médecins et en conflit avec eux, les premières méthodes pratiques d'éducation spécialisée.
Émigré aux États-Unis, il y fondera des écoles pour feeble-minded.